c'est une journée normale dans une centrale électrique à Hong Kong quand, soudainement, une personne mystérieuse pirate leur système. La machine de refroidissement est arrêtée et bientôt la chaleur provoque une énorme explosion. Des centaines de travailleurs sont tués ou grièvement blessés et les personnes dans un rayon de 10 km sont évacuées. Pendant ce temps, dans une prison aux États-Unis, le hacker Nick est menotté et sorti de sa cellule. Les policiers trouvent un appareil caché parmi ses affaires et découvrent que tous les criminels de son bloc ont récemment reçu de l'argent sur leur compte, alors ils pensent que Nick est responsable. Il nie immédiatement, donc on le met en isolement, où il fait de l'exercice pour s'occuper. En Chine, le capitaine Dawei explique au gouvernement que la centrale a été piratée à l'aide d'un outil d'accès à distance, ou RAT. Cela a été possible parce que les systèmes de la centrale sont très anciens et manquent de sécurité. On découvre aussi que des réacteurs du même modèle aux États-Unis ont été attaqués en même temps. Dawei pense qu'il peut retrouver le pirate, mais il a besoin d'un accès aux ordinateurs de la centrale pour le traquer. Malheureusement, la centrale est encore extrêmement chaude et il est impossible d'y entrer, donc Dawei devra attendre qu'elle refroidisse. Dawei demande de l'aide au FBI et l'agent Carroll doit convaincre son supérieur que coopérer avec la Chine est une bonne idée. Finalement, Dawei obtient le code de l'attaque contre la centrale américaine, mais il ne possède pas les connaissances nécessaires pour le déchiffrer. Il décide alors de recruter sa sœur Lien, ingénieur réseau. Ce soir-là, la bourse du commerce de Chicago est également attaquée par le hacker et tous les chiffres s'envolent à une vitesse folle. Le lendemain, le FBI se réunit pour analyser l'affaire et, en examinant le code, il conclut que le RAT a été écrit par 2 personnes. Dawei n'est pas impressionné par ce rapport, qu'il juge très basique, et demande à Carroll d'aller chercher Nick pour les aider. Nick a un long passé de piratage de banque et Carroll pense que c'est une idée affreuse de lui faire confiance, donc Dawei n'a pas d'autre choix que de partager certains secrets. La moitié du code RAT a été écrite par lui pour plaisanter lorsqu'il était à l'université, et l'autre moitié a été écrite par Nick. Il semble que le hacker ait volé leur code et les modifié pour mener les attaques. S'ils veulent attraper ce type, ils auront besoin de la personne qui comprend réellement le code. Un agent du FBI rend visite à Nick en prison et lui propose de le faire sortir s'il aide dans l'enquête. Mais Nick lit le document et remarque qu'il ne serait libre que pendant quelques semaines, donc il refuse de le signer. À la place, il propose un nouvel accord, s'il attrape le pirate, sa peine prend fin. Sinon, ils peuvent le renvoyer en prison. Le FBI est si désespéré qu'il accepte cet accord et Dawei vient chercher Nick pour des retrouvailles chaleureuses. Pendant leur vol, Dawei montre à Nick le code modifié et Carroll le réprimande, car une partie de l'accord stipulait que Nick ne pouvait avoir accès aux ordinateurs que sous supervision du FBI. Peu après, Nick est autorisé à consulter les terminaux de la bourse du commerce, qui dispose du pare-feu le plus sécurisé. La seule façon d'y insérer un virus serait en personne, mais seul le directeur y a accès avec son empreinte. Nick examine les données du système et découvre que quelqu'un a caché un code dans la clé USB du directeur. En réfléchissant au suspect potentiel, le directeur se souvient d'un certain Lozano qui n'a travaillé là qu'un mois avant de disparaître mystérieusement. Plus tard, Nick et les 2 frères et sœurs analysent le code et remarquent des lignes inachevées. Il conclut que le hacker avait besoin d'argent rapidement, alors il a attaqué le marché du soja pour remplir son compte et peut maintenant consacrer du temps à finir son code. Cela signifie qu'il prévoit une attaque encore plus importante. Pendant ce temps, le FBI identifie Lozano sur les caméras de sécurité et, en examinant ses tatouages, découvre qu'il fait partie d'un gang et a usurpé son identité pour obtenir le poste. Envoyer une armée d'agents l'interroger semblerait suspect, alors Nick et Lien se portent volontaires, même si Nick porte un bracelet électronique pour l'empêcher de fuir. Le duo entre dans l'appartement de Lozano pour le trouver mort, une seringue dans le bras. Nick et Lien inspectent ses ordinateurs et trouvent des appareils puissants qui cryptent toutes ses données et l'anonymisent sans adresse IP, ce que le hacker a sûrement mis en place pour lui. Un email mystérieux propose un rendez-vous et Nick y répond pour confirmer l'heure et le lieu. L'agent chargé de surveiller Nick tente de signaler l'incident mais n'a pas de réseau, alors Nick prend son téléphone pour le réparer. Il en profite pour modifier l'application qui suit son bracelet. Entre-temps, Carroll et Dawei demandent au directeur de la bourse un accès à tous les dossiers clients. D'abord, il refuse, invoquant la confidentialité, mais finit par céder quand Carroll menace d'alerter la presse sur l'insécurité du marché. Une fois les fichiers en main, Dawei et Carroll analysent la liste des ventes jusqu'à ce qu'ils trouvent 3 transactions massives, parfaitement coordonnées avec l'attaque. Elles sont reliées à des comptes bancaires à Hong Kong. Le soir, Nick et Lien vont dans un restaurant pour attendre le hacker, mais il ne vient pas. Nick remarque des caméras de sécurité et se faufile dans l'arrière-salle pour vérifier l'ordinateur. Il découvre que le hacker les observe à travers les caméras depuis le début. En analysant les données du logiciel, Nick remarque que le hacker utilise une adresse IP en Ukraine et lui envoie un message, mais reçoit une insulte en retour. Furieux, Nick retourne dans la salle principale et dit à Lien qu'il devrait partir, mais à ce moment-là, une bande de voyous entre dans le restaurant et leur demande qui ils sont. Sans dire un mot, Nick commence à se battre en utilisant tout objet à portée de main, y compris le mobilier. Il met à terre la majorité du groupe et, lorsqu'un dernier arrive avec un couteau, il brise une bouteille pour contre-attaquer et gagne facilement le combat. Après cela, Nick appelle Dawei pour l'avertir que l'email était un piège et que le hacker sait qu'ils sont sur ses traces. Dawei annonce qu'ils partiront pour la Chine le lendemain matin pour suivre la trace des comptes bancaires, donc Nick et Lien passent le reste de la nuit à s'amuser. Le jour suivant, le groupe arrive à la centrale, où les secours sont toujours en train de sauver des victimes de l'explosion. Le bâtiment est encore chaud, donc ils doivent attendre avant d'accéder aux ordinateurs. Ensuite, ils rencontrent la police locale, qui a identifié les propriétaires des comptes bancaires. Ce sont 3 voyous ordinaires liés à un criminel connu sous le nom de Cassar, donc ils doivent être les intermédiaires du hacker. La police les surveille depuis un moment sans remarquer d'activité suspecte, mais Nick vérifie leurs itinéraires quotidiens et découvre une adresse en commun.
Dawei et Nick se rendent à cet endroit et trouvent une camionnette de la police en train d'espionner un trafiquant libanais. En visionnant les enregistrements de la camionnette, ils voient que les détenteurs des comptes viennent à cet endroit chaque matin, mais ne font qu'envoyer des textos. Avec un téléphone, Nick fouille la zone jusqu'à ce qu'il capte un signal spécial et découvre un transmetteur caché dans les buissons. Il le connecte immédiatement à un ordinateur et confirme que les 3 détenteurs de comptes n'ont qu'à passer à proximité pour recevoir les messages du hacker, qu'ils peuvent ensuite effacer pour ne laisser aucune trace. Quelque temps plus tard, l'équipe remarque que l'argent des 3 comptes a été transféré, ce qui signifie que le hacker a encaissé ses gains. Lorsque Dawei se précipite pour prévenir Nick, il découvre que celui-ci est en train de coucher avec sa sœur. L'équipe part en hélicoptère pour poursuivre Kassar. Pendant le trajet, Dawei demande à Nick de reconsidérer sa relation avec Lian, puisqu'il y a une chance qu'il retourne en prison. Lorsqu'ils arrivent sur place, l'équipe découvre que les agents de surveillance ont été tués. Ils font irruption dans le bâtiment et fouillent chaque pièce, mais il semble que Kassar et ses hommes aient disparu. Un passage secret est découvert dans le sol et l'équipe descend pour poursuivre la recherche. Soudain, les criminels ouvrent le feu pour tuer les agents, qui ripostent immédiatement. Kassar est aussi présent et il attrape un agent pour s'en servir comme bouclier. Il tire sur plusieurs autres hommes qui arrivent avant de poignarder son otage dans le cou. Une fois que Kassar et ses hommes quittent le tunnel, ils se préparent à le faire exploser, mais l'autre moitié de l'équipe les attend déjà à la sortie et ouvre le feu. Tandis que les voyous répliquent, Kassar active les explosifs, ce qui fait s'effondrer le tunnel et tue tous les agents qui s'y trouvent. Sans ce renfort, l'équipe à la sortie est submergée et d'autres agents meurent pendant la fusillade. Ils n'ont pas d'autre choix que de se cacher derrière des conteneurs, ce qui permet aux criminels de s'échapper en bateau. Pendant leur fuite, Kassar est furieux de constater qu'un de ses hommes est en train de mourir. Cette nuit-là, Kassar récupère un colis spécial auprès de trafiquants sur un grand navire avant de revenir sur la terre ferme. Pendant ce temps, Dawei apprend que la température de la centrale a suffisamment baissé pour qu'il puisse y entrer sans mourir instantanément. Il y fait encore très chaud, donc ils doivent porter des combinaisons asthma et travailler vite. En entrant dans la salle des serveurs, il voit qu'il y a encore des corps autour. Un des agents s'effondre sous la chaleur, alors Nick dit à Dawei de le sortir pendant qu'il termine le travail. Il brise une armoire d'urgence pour récupérer une hache et frappe les serveurs, mais les vibrations provoquent la chute de morceaux du plafond. Nick continue malgré tout jusqu'à ce qu'il ouvre le serveur et récupère un disque dur. Ensuite, Nick et Dawei transportent ensemble l'agent malade hors du bâtiment. Après que l'équipe d'urgence a fait baisser la température du disque, ils le connectent à un ordinateur et trouvent des fragments du logiciel malveillant, mais il est trop corrompu pour fournir des informations utiles. Nick se souvient que le gouvernement avait récupéré ces données après qu'il avait tenté de les effacer lors de son arrestation, et Carol admet qu'il possède un logiciel appelé « Veuve Noire » qui pourrait faire l'affaire. Elle demande la permission à son supérieur, mais celui-ci refuse de le prêter à la Chine ou à un hacker criminel. Comme le logiciel permet une connexion à distance, Nick se propose de pirater le système du gouvernement pour l'utiliser malgré tout. Carol est tellement désespérée qu'elle accepte, et toute l'équipe sauf Lian quitte la pièce pour pouvoir nier toute implication si les choses tournent mal. Nick envoie un faux courriel au supérieur de Carol pour lui demander de changer son mot de passe et son logiciel espion détecte le nouveau, lui permettant d'accéder à Veuve Noire. L'équipe sort dîner, sans se douter qu'un individu les suit et place quelque chose sous leur voiture. Lorsqu'ils reviennent, Nick a déjà trouvé l'adresse IP du hacker. Il découvre que le serveur principal est situé en Indonésie, mais Nick ne parvient pas à le pirater car il est hébergé par une entreprise réservée aux hackers, ce qui signifie qu'il est impénétrable. Leur seule option est donc de se rendre sur place pour récupérer les disques physiques. Carol ne peut plus demander de faveur après avoir sollicité Veuve Noire, alors Dawei promet de parler à ses supérieurs pour obtenir des visas et des badges utilisables en Indonésie. Quelque temps plus tard, Lian parvient à accéder au registre comptable de la société d'hébergement et remarque des paiements vers un logiciel de location de temps satellite. Le hacker a acheté des images à haute résolution de la côte de Malaisie. Pendant ce temps, le gouvernement chinois informe Dawei que le FBI leur a révélé que Nick a piraté un logiciel confidentiel et qu'ils exigent son retour en prison. Dawei tente d'expliquer que sans Nick, il n'aurait jamais retrouvé le hacker, mais ses supérieurs refusent d'écouter. Le reste de l'équipe reçoit l'autorisation de se rendre en Indonésie, mais Nick doit être renvoyé aux États-Unis. Le matin, Dawei prévient Lian par message, et elle s'enfuit immédiatement avec Nick. Carol reçoit un appel de son supérieur qui la réprimande pour ce qui s'est passé. Elle tente d'expliquer qu'elle n'avait pas le choix, mais elle reçoit tout de même l'ordre de remettre Nick. Lorsqu'elle arrive dans sa chambre, il est déjà parti. Il réalise que Nick a modifié l'application de localisation des agents et s'empresse de la corriger pour retrouver sa position actuelle. Dawei rencontre secrètement Nick pour l'avertir que les Américains pensent que la Chine possède Veuve Noire à cause de lui. Il lui conseille donc de fuir et lui promet qu'ils se retrouveront plus tard en Indonésie. Lian veut l'accompagner, mais Nick pense que c'est trop dangereux. Ils se disputent jusqu'à ce qu'elle les laisse seuls. Pendant que Carol et un autre agent tentent de suivre le signal du bracelet, Lian les devance et attend Nick et Dawei à l'aéroport. Nick a une conversation sérieuse avec elle jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas être en couple avec un fugitif. Leur discussion est brutalement interrompue lorsqu'une voiture explose soudainement derrière eux, tuant instantanément Dawei. Kassar et ses hommes sont tout prêts et ouvrent le feu, ce qui oblige Nick à serrer Lian en deuil pour la maintenir cachée. À ce moment-là, Carol et son agent arrivent et rejoignent l'échange de tirs. Ils parviennent à abattre quelques voyous, mais sont rapidement tués à leur tour. Nick et Lian profitent de la distraction pour s'enfuir et se cachent dans la station de métro, montant dans un train juste avant que les ennemis ne les rattrapent. Lian annonce qu'elle veut se venger et Nick accepte de l'emmener avec lui. Quelques instants plus tard, Lian paie des voyous pour leur procurer de faux passeports et retirer le bracelet de cheville de Nick. Au lieu de se rendre en Indonésie, il décide d'aller en Malaisie pour découvrir ce que le hacker cherche.
La police suit l'application du bracelet pour localiser Nick, mais celui-ci a déjà été jeté dans l'océan. En soudoyant le propriétaire d'un avion privé, Lien et Nick réussissent à s'envoler pour la Malaisie. Ils suivent les coordonnées fournies par l'image satellite, mais la zone semble vide. Soudain, ils remarquent un escalier dissimulé parmi les rochers et l'escalade pour découvrir une trappe. Ils regardent à l'intérieur et découvrent les machines qui font fonctionner le barrage local. Le modèle de la pompe à eau est le même que celui de la centrale, ce qui pousse Nick à déduire que le hacker veut saboter le barrage pour détruire les mines d'étain et s'enrichir en spéculant sur l'étain. Les précédentes attaques n'étaient qu'un entraînement pour perfectionner le code. Quelque temps plus tard, le duo arrive en Indonésie et achète de nombreux outils qu'ils installent avec leurs ordinateurs dans leur chambre. Ensuite, Nick prend une voiture sur le toit d'un parking et pousse une camionnette pour qu'elle tombe sur le bâtiment de la société d'hébergement, causant de gros dégâts. Rapidement, la zone est envahie par la police et les services d'urgence. Profitant du chaos, Nick s'infiltre discrètement et connecte son ordinateur au serveur pour télécharger des fichiers et des codes. Tout cela est ramené dans la chambre, où lui et Lien vérifient les informations et confirment que le hacker possède une troisième version du RAT et cible bien le barrage. Ils obtiennent aussi ses véritables informations bancaires. Le lendemain, Lien se rend à la banque et dit au réceptionniste qu'elle a une présentation avec le directeur, mais qu'elle a renversé du café sur ses notes. Il accepte de lui imprimer une nouvelle copie et connecte sa clé USB, ce qui permet à Nick de pirater le système de la banque et de transférer tout l'argent du hacker sur son propre compte. Ensuite, il envoie un message d'avertissement au hacker avec un numéro de téléphone. Finalement, il reçoit un appel de Kassar, mais Nick exige de parler au hacker et raccroche. Le téléphone sonne à nouveau et cette fois, c'est Sadak, le véritable hacker et supérieur de Kassar. Nick fait semblant de vouloir faire équipe avec Sadak et ils conviennent d'un rendez-vous. S'attendant à ce que la situation devienne dangereuse, Lien achète plusieurs articles en magasin et Nick se fabrique une protection de fortune, cachant aussi quelques outils pour se défendre. Nick avait demandé à Sadak de venir uniquement avec Kassar, mais celui-ci arrive avec tous ses hommes. Lien observe la scène de loin et prévient Nick, qui appelle Sadak pour changer de lieu. Le soir venu, ils se rendent au festival local, mais Sadak ramène de nouveau ses hommes. Il se cache dans la foule et bouscule des danseurs si nécessaire. Nick tente de surprendre Kassar par derrière, mais celui-ci se retourne et le menace avec son arme. Lorsque Kassar s'approche suffisamment pour le fouiller, Nick réagit rapidement pour lui attraper la tête et le poignarder avec un tournevis. Ensuite, Nick saisit l'arme de Kassar et s'approche de Sadak, mais avant qu'il ne puisse tirer, les hommes de Sadak ouvrent le feu. La foule panique pendant que Nick riposte, étant blessé à plusieurs reprises, mais parvient aussi à tuer les deux voyous. Sadak sort un couteau et tente d'attaquer Nick, mais la lame reste coincée dans sa capuche. Un combat s'ensuit et Nick réussit à lui briser le bras, ce qui lui permet de le poignarder plusieurs fois jusqu'à ce qu'il s'écroule, mort. Ensuite, Nick court retrouver Lien, qui le ramène à la voiture. Grâce à sa protection improvisée, ses blessures ne sont pas mortelles et Lien le soigne rapidement. Le lendemain, le couple quitte l'Indonésie et commence une nouvelle vie en utilisant l'argent de Sadak.